Hop, c'est parti. Tout le monde se connecte. Je vois que vous arrivez déjà à vous connecter. OK, super. Bonjour. Donc on va commencer ce webinaire du coup à l'heure et puis, les retardataires nous rattraperont, on va dire ça comme ça. Donc, je me présente, je suis Robin Trollez, société, Dominov qui fabriquons le produit de construction, Blockywood. Donc aujourd'hui, on fait un webinaire un peu spécial, on va dire autour des menuiseries. Donc on fait souvent des webinaires, autour de Blockywood et on effleure la question de la menuiserie et là, aujourd'hui, nous avons décidé de faire un webinaire autour de la menuiserie. Parce que c'est quand même un point qui est important, qu'on n'arrive pas à gérer, enfin voilà, c'est vraiment un point où, il peut y avoir des petits soucis et on a tous envie que les codes de réservation soient équivalentes aux codes de la fenêtre ou que tout rentre bien. Donc voilà, l'idée, c'est d'arriver à, aujourd'hui présenter l'ensemble des solutions qu'on a autour de la menuiserie, d'échanger là-dessus. Nous, on est en capacité de fournir des menuiseries, on en parlera après. Et puis après, d'apporter aussi des conseils, pour que tout se passe bien et que l'interface, ossature bois, donc Blockywood et menuiserie se passe pour le mieux. Alors comme vous avez pu le constater, normalement, vos micros sont coupés en entrant, ce qui, permet de garder un confort auditif pour chacun et puis ça comme ça, moi, j'ai pas de son pareil. De toute façon, je crois que j'ai pas de je peux pas entendre. Donc après, en fait, l'idée, c'est qu'on va présenter rapidement, passer en revue un peu donc toutes les menuiseries, les solutions, voilà, les pour, les contre, les différents matériaux, tout en restant généraliste, hein. Je présente pas que ce qu'on peut fournir avec notre lot et puis, après, on pourra passer sur un jeu de questions-réponses via le chat, ce qui sera beaucoup plus simple. J'ai prévu des petites coupes un peu sympas, à la fin pour qu'on puisse vraiment échanger, de manière précise sur les menuiseries. Voilà, donc, pour se présenter rapidement, donc nous, on est fabricant de maisons bois, on livre partout en France, donc des maisons qui vont être sur mesure, donc on doit s'adapter à tout type de menuiserie. Donc on est fabricant depuis 10 ans et l'idée, c'est de fabriquer donc des maisons qui soient performantes, et enfin, qui soient performantes et cohérentes à tout point de vue. Donc voilà, je vais vous montrer un petit peu là les menuiseries qu'on va pouvoir fournir et puis aussi tout ce qui va être porte d'entrée, porte de garage. Alors, les menuiseries, c'est un élément qui va être important parce que bon, nous, nos murs donc, sont performants. On va avoir 200 mm d'isolant, on va être bien étanche à l'air, avec des performances qui vont être rapidement atteintes au niveau de l'étanchéité à l'air. Mais c'est vrai que la menuiserie, ça va jouer énormément dans le confort donc, thermique, le confort acoustique, et ça a une importance bien sûr esthétique et pratique. Donc c'est quand même important de bien choisir la menuiserie pour tous ces critères-là. Surtout sur la partie thermique, je dirais dans ce qui nous concerne, on va dire dans notre cœur de métier, c'est important d'avoir, un mur performant, mais si la menuiserie l'est pas, ça sert à rien du tout. Donc, voilà, c'est d'avoir en fait une cohérence autour de tout ça. Alors, il y a quelques critères de choix qui sont importants donc sur une menuiserie, donc c'est le UW. Donc le U, c'est, pour l'épaisseur, pour l'isolant d'un mur, on a l'habitude de parler en France de R, la résistance thermique. Les Allemands parlent de U, donc c'est l'inverse, donc c'est 1 sur le R. Et donc le U de la menuiserie, c'est ça. Donc le W correspond à la UW, U Windows. Donc la fenêtre. Donc ça, c'est le coefficient de transmission thermique. Donc c'est celui qui va faire un peu apparaître la performance thermique de la menuiserie. Et après, il y a un autre facteur donc, qui est, si je me décale un petit peu, le SW, donc qui, lui, S comme sun, donc toujours le W sur la partie fenêtre, donc qui, lui, va faire apparaître la capacité de la menuiserie à transmettre la chaleur du soleil. Donc ça, c'est important quand on va aller chercher des apports solaires en hiver, mais par contre, il faut qu'on fasse attention sur l'été, que les apports solaires ne soient pas trop importants. D'où l'intérêt de la conception bioclimatique. C'est pareil, on peut mettre les meilleures menuiseries, les meilleurs murs du monde. Si la conception n'est pas bonne, ça ne marchera pas. On va avoir des surchauffes en été, des problèmes en hiver. Enfin voilà, c'est surtout le problème de surchauffe en été auquel il va falloir faire attention. Et après, il y a d'autres paramètres donc, qui vont être l'affaiblissement acoustique de la menuiserie. Sur la partie acoustique, bon, voilà, c'est des détails qui sont précisés ici. Ce qui est aussi important dans la menuiserie, c'est que la menuiserie peut être très bonne. Le son, c'est le déplacement des molécules d'air de proche en proche. Donc, si on fait des petits trous, ce qu'on appelle les mortaises pour une VMC simple flux ou une VMC hydro, là, bah, de toute façon, l'air va passer, donc le son va passer. Donc, on va affaiblir la performance de la menuiserie au niveau acoustique.
Donc ça, voilà, c'est important de le noter. Après, si on met une simple flux, ben, on met une simple flux et puis c'est comme ça, hein. La construction d'une maison, c'est des compromis aussi là-dessus. Alors, dans les matériaux, donc je dirais c'est un peu les matériaux qu'on va pouvoir rencontrer dans la construction. Je vous dirai ceux qu'on va mettre en avant. Donc, on a donc le RFP qui s'appelle Rofi Pro. C'est un profilé que Réo fait. Donc, Réo qu'on voit un peu plus souvent autour des tout ce qui va être un peu tuyaux PER de plomberie, etc. Mais ils font aussi donc des profilés en plastique. Et après, donc nous, on va travailler. Donc, ça, c'est des menuiseries qu'on peut fournir avec une entreprise qui s'appelle FP2E, donc qui sont dans la Sarthe, qui travaillent ces profilés-là. Ce profilé-là, il est intéressant parce que c'est un profilé qui va être fin. Donc, on a des ouvrants cachés comme sur l'alu. On va avoir un matériau qui va être composite. Donc, d'un point de vue performance thermique, on va être bien placé. Il va être plus rigide que le PVC. Donc, c'est vraiment ce produit-là une très bonne alternative à l'alu et plus qualitatif que le PVC d'un point de vue structurel et d'un point de vue esthétique aussi. Esthétiquement, on va avoir des profilés qui vont ressembler à l'alu. Donc, on peut mixer RFP donc, sur les ouvrants à frappe et alu, par exemple, sur les coulissants. On ne fait pas de coulissant en RFP. Donc, ça, c'est un matériau qui marche bien. Après, donc, il y a des menuiseries bois, bien sûr, donc, qui vont très bien fonctionner. Thermiquement, c'est aussi intéressant. L'aspect entretien, voilà, faut passer un coup de chiffon de temps en temps et puis avoir la partie lasure. Après, il y a d'énormes progrès qui ont été faits sur les traitements de menuiserie. Voilà, donc la menuiserie bois, pour l'instant, on en a fourni assez peu parce qu'on a assez peu de demandes là-dessus. Après, bah, le PVC, hein, que tout le monde connaît, qui avait une mauvaise réputation, mais on a du PVC de qualité. Donc voilà, c'est quelque chose qui peut être aussi largement adapté au projet. Moi, sur mon projet de maison personnelle, j'ai mis du PVC. Parce que voilà, c'était thermiquement intéressant, esthétiquement, ça marchait bien, et puis dans un point de vue budget, ça marchait aussi. Donc voilà. Donc je dirais, c'est pas non plus faire insulte à une maison que de mettre ce type de matériaux. Après, bah, c'est sûr que c'est des matériaux issus de base pétrole, mais voilà, à un moment, on fait des compromis. Après, bah, on a l'alu hein, que tout le monde connaît, qui va être esthétique, qui va être solide, qui va être facile d'entretien. Donc là, c'est pareil. Nous, sur l'alu, on va pouvoir bosser avec FP2E, donc sur la partie coulissant et frappe alu, hein, parce qu'on peut faire de la frappe en RFP, de la frappe en alu. Et après, donc, on va avoir aussi donc, du bois alu qui va allier, on va dire, l'intérêt du bois d'un point de vue thermique et puis l'alu sur la partie extérieure pour l'aspect entretien et puis esthétique. Donc là, c'est un produit qui marche bien. Après, c'est vrai que c'est un produit qui est quand même plus cher que l'alu ou le bois classique. Mais voilà, après, chacun met ses choix où il veut. Donc là, pour moi, on a fait un peu le tour des matériaux. Donc, il y en a certains qu'on peut fournir parce qu'on a des accointances, on va dire, avec des fabricants. Et puis, il y en a d'autres que vous pouvez acheter n'importe où, hein. La plupart des projets qu'on va sortir sortent sans les menuiseries qu'on ait fournies. Le tout, c'est de savoir qu'avec Blockywood, on va pouvoir mettre tout type de menuiserie. Il faut juste qu'on se mette d'accord au moment de la conception sur la réservation, hein. C'est tout bête, hein, mais si on fait un trou de 215 pour une fenêtre de 215, ça ne va pas marcher. Surtout si on essaie de rentrer dans l'embrasure. Donc voilà, à ce niveau-là. Alors, au niveau des critères de choix, donc double, triple vitrage. Donc, ce qu'il faut un petit peu voir, c'est, je pense qu'il n'y a pas de loi vraiment de grands principes pour dire le triple c'est mieux, le double c'est pas bien, le triple faut le mettre. Voilà, il faut vraiment arriver à s'adapter au projet, aux apports solaires qu'on va avoir. Euh, donc, le triple au nord, ça par contre, je dirais, il n'y a pas de souci pour en mettre. C'est vraiment l'idéal si on veut mettre du triple vitrage, c'est vraiment pertinent de le mettre au nord. Après, le mettre au sud, on peut avoir des apports solaires diminués avec le triple. Voilà, il y a des trucs qui font qu'on peut des fois être amené à ne pas mettre de triple au sud ou à ne pas le conseiller au sud. Donc ça, c'est vraiment à voir en fonction de chaque projet. Il ne faut vraiment pas avoir de dogme sur cette partie-là, double, triple vitrage. Après, quand on va venir chercher des UW très importants, oui, effectivement, le triple vitrage va être pertinent, mais avoir vraiment le curseur d'économie qu'on veut faire et avoir aussi les apports solaires qu'on veut amener avec le triple vitrage sur les façades sud. Donc voilà, il faut vraiment bien traiter ce rapport conception bioclimatique, coût et économie d'énergie. Voilà, faut regarder tout ça, mais il n'y a pas de loi pour dire le double va partout, le triple c'est bien qu'au nord, etc. Voilà. Il y a des projets qui sortent avec du triple partout parce qu'on va chercher du passif, mais il y a des projets qui sortent avec du triple au nord.
parce qu'on va chercher quelques économies d'énergie sur certaines menuiseries. Il y a des projets qui sortent tout en double vitrage. La plupart des projets qu'on va faire sortent tout en double vitrage et ça se passe très bien aussi. Donc voilà, il faut arriver à faire des compromis et puis à bien mettre le curseur sur les choix là-dessus. Et puis bah voilà, bien sûr, le triple vitrage, il y a un vitrage de plus, il va être plus lourd à poser, il va être un peu plus cher. Donc voilà, il faut voir aussi si le jeu envoie la chandelle là-dessus. Alors après, donc sur la partie donc menuiserie, on a aussi la partie obturation, donc tout ce qui va être volet roulant. Donc il y a plusieurs façons d'obturer une menuiserie. Donc soit on met rien, mais au rez-de-chaussée, il faut mettre un vitrage 44.2, retardateur d'effraction à minima. Sinon, on peut mettre donc les volets roulants assez classiques, hein. Donc là, on va avoir une bonne isolation thermique, on va être bien isolé de la lumière extérieure. Ça peut s'automatiser avec quand la lumière extérieure baisse, les volets se ferment tout seuls. Quand il fait en dessous d'une certaine température, les volets se ferment tout seuls. Enfin voilà, il y a plein de choses qu'on peut automatiser avec les systèmes de volets roulants, avec du Somfy. Voilà, nous, la plupart des volets qu'on va proposer, ça va être avec des moteurs Somfy parce que la domotique se fait quand même bien. Donc ça marche, le volet marche bien. C'est considéré comme anti-effraction. Donc ça fonctionne bien. Après, il y a donc le fameux BSO, donc le brise-soleil orientable. Donc là, on va avoir, donc c'est souvent dans les pièces de vie parce qu'on va chercher peut-être à juste incliner un petit peu les lames orientables. On va pouvoir aller chercher, on va dire, à briser un petit peu le soleil sur les façades sud. Ça peut être intéressant pour laisser rentrer la lumière, mais casser les rayonnements solaires. On va gagner en luminosité. Par contre, ça ne fait pas anti-effraction. Donc, à voir avec les fabricants comment ils se positionnent. Il y en a certains qui font, d'autres qui ne font pas. Il faut regarder avec le choix du vitrage. Et en fait, ce qui est important aussi pour nous de savoir, c'est de savoir si c'est un volet roulant ou un BSO, parce que ce n'est pas du tout les mêmes dimensions de réservation. Le BSO va être beaucoup plus haut parce qu'en fait, on va venir empiler donc, les lames les unes au-dessus des autres, là où sur le volet roulant, bah, on l'enroule, comme le nom l'indique. Et donc, le BSO va avoir une réservation qui va être assez faible en largeur, mais par contre beaucoup plus haute. Pour vous donner un ordre d'idée, une réservation de volet roulant sur une menuiserie de 2,15 m, un peu classique, on va être sur 185. Donc, on va laisser, nous, 185 par 185. Et sur un BSO, on va plutôt monter autour de 215, 240 de hauteur, avec 140 de largeur. Voilà. Après, il y a d'autres produits. Donc, un produit qui a que Bumendorf qui le fait, c'est des volets roulants avec les lames orientables. Donc, ça va ressembler à un volet roulant, mais en fait, à la fin, quand il est fermé, on peut orienter un petit peu les lames. Donc, en fait, on va avoir les avantages du volet roulant parce qu'on va avoir le noir complet et l'aspect anti-effraction. Et puis aussi celle du BSO avec l'orientation des lames. Donc, c'est vrai que c'est un produit qui va allier un peu les deux. Puis, en termes de prix, il est un peu plus économique que le BSO. Et après, il y a des produits aussi qui sont intéressants, surtout avec les moustiques qu'on va rencontrer de plus en plus. C'est qu'on peut, sur les petites menuiseries par contre, hein, pas sur une bête de 2,40 m ou d'1,80 m, on va pouvoir mettre aussi des moustiquaires intégrés. Donc, par contre, c'est des petites moustiquaires là, qui se tirent à la main. Donc, ça peut être intéressant à mettre aussi sur les menuiseries des chambres, par exemple. Voilà, c'est des options qui existent. On ne les voit pas souvent, on n'en parle pas beaucoup, mais c'est des choses qui sont intéressantes à ce niveau-là, en tout cas à savoir. Après, on fait les chiffrages et puis ça passe pas au niveau du budget. Toujours cette partie-là qui rentre en ligne de compte. Donc voilà, sur un petit peu cette partie thermique et protection solaire. Oui, j'ai oublié rapidement là-dessus. On va aussi avoir donc, tout ce qui va être porte de garage avec une intégration un petit peu différente. Donc ça, on l'évoquera après. On peut intégrer tout type de porte de garage. Simplement, il y a une intégration différente par rapport à la porte, aux portes ou aux menuiseries. Voilà. Donc, comment nous, on va traiter l'isolation au niveau du volet roulant? C'est vrai que c'est souvent un pont thermique qui est assez mal traité. Donc, nous, l'idée, c'est qu'on va bosser avec des volets roulants ou des BSO plutôt type tradi, en tout cas avec coulisses autoportées. Ça, c'est le plus simple. En coffre, on va dire en monobloc, ce n'est pas idéal parce que le pont thermique, malgré le fait que les fabricants mettent un petit peu d'isolant, on n'est quand même pas sur des fortes épaisseurs d'isolant. Donc, nous, l'idéal d'un point de vue thermique, c'est de travailler donc, avec un caisson, là, comme on le voit derrière moi. Donc, en fait, vous voyez la menuiserie donc, ici est posée en tunnel. On verra après les différentes poses. Et au-dessus, on fait donc un caisson isolé donc, qui va venir en fait compenser l'épaisseur. Et là, donc tout à l'extérieur, je sors du cadre, on a le volet roulant. Donc, l'idée, c'est d'arriver à mettre le volet roulant dans l'épaisseur de notre mur. Notre mur est quand même assez épais pour ne pas avoir de volet roulant qui va sortir. Donc, il va soit être en saillie à l'intérieur, à l'extérieur. À l'intérieur, on n'en parle même pas d'un point de vue thermique, mais plus à l'extérieur. Et donc, en fait, dans l'idée, c'est d'avoir donc ce caisson de volet roulant. On va mettre au moins
il va faire entre 80 et 88 mm. Donc, de toute façon, c'est la place qu'on a au maximum de disponible pour rentrer dans notre mur. Donc, ça, c'est une solution intéressante qu'on propose sur nos chantiers et qu'on met quasiment partout quand il y a des volets roulants, sauf quand on est au monobloc. Mais bon, après, voilà, on arrive à s'adapter même quand c'est du monobloc. On fait du sur-mesure là-dessus, on arrive à s'adapter. Alors, c'est un peu petit. Bon, c'est pas grave. Donc, au niveau de la pose, donc il y a plusieurs façons de poser la menuiserie. Donc, soit on va être en pose tunnel. Donc, c'est la pose qu'on voit donc là derrière moi. Donc, en fait, on va venir vraiment poser la menuiserie, on va dire, dans l'embrasure du mur. Donc, ce qui fait qu'on a un petit retour de placo qu'on voit un petit peu ici. On a des détails que je pourrais vous envoyer si besoin. Donc, la pose en tunnel, d'un point de vue thermique, elle est bien parce que l'isolant est posé la menuiserie est posée dans l'isolant. Donc, on a une bonne continuité. Par contre, c'est vrai que d'un point de vue esthétique, la fenêtre, on ne peut pas l'ouvrir à 180 degrés. Et le plaquiste, il n'aime pas trop là, le petit retour qui est là. Donc ça, c'est un petit peu les inconvénients de la pose en tunnel. Sinon, ça fonctionne très bien. On va pouvoir fournir une pièce d'appui, donc on voit ici et puis là, pour poser la menuiserie, la forme de pente isolée pour mettre la bavette. Enfin voilà, là-dessus, tout va bien se passer. Et puis après, donc il y a l'autre pose, donc on va appeler nous fausse applique. Alors, pourquoi fausse applique? Parce que esthétiquement, ça va être comme une applique. Donc, c'est-à-dire qu'on va avoir donc, les lettres de recouvrement. Le placo va pouvoir venir mourir sous les lettres de recouvrement. Donc là, le plaquiste, il est content. On peut ouvrir la menuiserie donc, à 180 degrés. Et puis, donc là, c'est sur l'aspect, on va dire, esthétique et pour le plaquiste. Donc, il va ressembler à une applique. Par contre, d'un point de vue pose, on rentre quand même dans l'embrasure. Donc, c'est pour ça qu'on appelle ça fausse applique, parce que d'un point de vue commande et code de commande, on va parler plutôt en pose comme en tunnel. Il faut qu'on laisse des jeux, on va vraiment rentrer dans l'embrasure. Voilà, donc là, on le voit un petit peu là sur une photo. La fausse applique, on a fait une vidéo où je présente sur un chantier un peu comment ça se passe. Mais voilà, là, on a donc les profilés Oméga, donc ils font 22 et on voit qu'on a l'espace, mais je pense que je sors du cadre, on a l'espace pour passer le placo entre l'ailette et puis le rail. Donc ça, c'est quand même intéressant. Ça a vite à poser, c'est vite fini. Donc c'est pas mal de ce point de vue-là. Donc ça, c'est important sur la prise de dimension des menuiseries. Donc, c'est-à-dire, nous, sur un plan, c'est marqué, je ne sais pas, la fenêtre, elle fait 120, 145. Donc, nous, généralement, on va faire une réservation qui va faire un peu plus si on est posé en tunnel ou en fausse applique. Je ne parle pas de l'applique parce que l'applique fait quand même perdre beaucoup de place à l'intérieur. Donc, nous, on a quand même un mur qui est assez épais. Donc, on va quand même essayer de compacifier un petit peu le complexe total de mur. Donc voilà, après, effectivement, sur la fausse applique, on a une légère discontinuité d'isolation, mais ça reste quand même assez faible. Et à un moment, voilà, on fait des compromis. Est-ce qu'on veut faciliter le placo et baisser un peu le coût du plaquiste pour aller chercher ça? Voilà, effectivement, tout est un jeu un peu de compromis. Donc voilà, la fausse applique, elle est intéressante à certains points. On a un léger pont thermique à cet endroit-là. Voilà, il faut voir aussi si le jeu en vaut la chandelle d'un point de vue confort d'habitation, confort à l'usage. Aussi, c'est ça aussi qu'on met aussi en avant. Mais ce n'est pas non plus si horrible que ça. On n'est pas non plus sur l'applique où là, vraiment, l'applique, on a la fenêtre qui est vraiment à l'intérieur de la maison à ce niveau-là. Donc voilà. Et puis après, la gestion de l'étanchéité à l'air en tunnel ou en fausse applique, elle est quand même assez simple. On peut la gérer en second temps avec des adhésifs et bien sûr une mousse précomprimée en partie basse. Mais les adhésifs font très bien le tour. Et là, du coup, ça permet aussi d'avoir un travail qui est facilité sur la partie étanchéité à l'air. Puisque souvent, les défauts d'étanchéité à l'air sont au passage des réseaux et aux menuiseries. Nous, sur nos blocs, on a rarement de soucis, voire jamais. Donc là-dessus, c'est surtout là qu'il faut faire attention au niveau de la partie là-dessus. Après, effectivement, on pourrait poser en extérieur. Ce n'est pas des poses qu'on fait tout le temps, mais ça pourrait marcher de se poser au nu extérieur. Ça facilite les bavettes, les choses comme ça. On a un peu plus de lumière qui va rentrer. C'est pareil, ça va dépendre vraiment, c'est un compromis en fonction de ce qu'on va chercher à aller chercher. Si on est trop dans le sud, ça ne va pas être terrible. Par contre, si on est peut-être dans le nord de la France, ça peut être intéressant. C'est vraiment, voilà, on est capable de s'adapter à plein de situations. Je pense qu'il faut arriver à voir tous les critères et il n'y a pas de loi vraiment entre le climat du sud et le climat du nord. À mon avis, il faut faire différemment. Petite anecdote, les Hollandais ne mettent pas de volet roulant, par exemple. Sur leur projet, quand on livre des projets en Hollande, on n'a jamais de volet roulant. Voilà, c'est des spécificités locales. Alors, je ne sais pas comment ils obturent les menuiseries, mais ils font comme ça.
Alors voilà, l'idée, donc en résumé, l'idée c'est de se dire, bah, voilà, on choisit une menuiserie, donc ça va être un peu un compromis, donc avec on va faire des économies d'énergie, il faut qu'on ait quand même un bon confort acoustique. On a le choix des ouvrants, des finitions, on peut faire du coulissant, du galandage, de la frappe, l'oscillobattant, etc. Le galandage, petite précision là-dessus, on ne peut pas galander dans notre mur. Moi, je ne peux pas faire un mur plus petit, enfin fendre le mur et puis passer la menuiserie dedans. Donc, si on veut faire une menuiserie à galandage, là, elle va être posée du coup en applique et on va galander derrière le placo. Donc, ça veut dire qu'il faudra faire un doublage un peu plus épais sur la cloison qui va être dans lequel ça va venir galander. Ça se fait, hein, on a des projets sur lesquels ça se fait. Il faut juste l'anticiper que la cloison va venir accueillir le galandage. Donc, ça, c'est aussi à ne pas négliger. Et on va se poser, par contre, là, en applique, on n'a pas le choix à ce niveau-là. Donc voilà, et puis aussi des jolies menuiseries, bah, ça joue dans l'esthétique du projet et ça permet aussi de mettre en avant son bien là-dessus. Alors sur les menuiseries, ce qui est important aussi de bien les choisir, donc c'est de bien communiquer aussi avec le bureau d'études thermiques, lui faire part du choix des menuiseries, à aller voir sur ma fenêtre NF, je crois que c'est ça, ma menuiserie NF, pour voir un petit peu les caractéristiques des menuiseries. Et ça permet aussi d'optimiser l'orientation des baies. Voilà, c'est vrai qu'un projet avec beaucoup de menuiserie va passer difficilement là-dessus. Et donc, ça nécessite… Quand il y a trop de menuiserie, en fait, on est obligé de monter les performances de tous les composants. Donc voilà, il faut respecter le ratio du 1/6 de surface de menuiserie par rapport à la surface au sol. Ça, c'est important. Voilà. Sinon, ça marche bien. Après, il faut voilà, optimiser bien le compromis double et triple vitrage. Et puis après, bah, regarder volet roulant, BSO, protection solaire là-dessus, c'est important à regarder. Alors voilà, donc moi j'ai à peu près terminé, j'ai des petites coupes là derrière si jamais on a besoin d'aller chercher un peu plus de coupes. Mais voilà, je vais pouvoir donc répondre à vos questions et puis donc via le chat et puis ben, je dirais sinon on peut donc échanger. Hop, il y a mon mail qui se met là derrière moi. Aujourd'hui, on a eu un problème de téléphone. Toutes nos lignes fixes étaient en carafe jusqu'à 15 ou 16 heures. Alors bon, c'était bien parce qu'on était tranquille, mais c'était pas idéal pour nous contacter. Donc voilà, ceux qui ont essayé de nous joindre aujourd'hui, ben, ça n'a pas marché. Donc voilà, alors information sur la maison passive qui requerrait des menuiseries spécifiques sur la maison passive. Je ne sais pas si l'info et si ça nécessite vraiment des menuiseries spécialisées maison passive. Je sais qu'il y a des performances spécifiques. Après, je ne sais pas si notre fournisseur FP2 a une certification sur la partie maison passive, mais je sais qu'il peut faire du triple vitrage. J'ai Monsieur Chiarola qui assiste à ce webinaire. Je ne sais pas si il veut répondre sur le chat ou je crois que son micro n'est pas coupé, donc ça peut être l'occasion là d'en parler. Là. Comme ça, c'est bien. Sur cette partie maison passive, je ne sais pas si… Non, je ne sais pas s'il entend non plus. Donc, bah, écoutez, là-dessus, à la limite, on peut échanger par mail. Et puis moi, comme ça, j'essaie de voir avec mes fournisseurs ce que ça peut donner sur le passif. Je sais que de toute façon, sur la partie bois alu, puisque la maison passive qui est sortie là, il n'y a pas longtemps en Saône-et-Loire, il a mis du Minco ou du Méo, je ne sais pas, c'est du bois alu, mais du coup, voilà, lui, il a pu faire avec ces fabricants-là. Donc, je ne sais pas si eux le sont, mais en tout cas, je sais qu'il a pu fonctionner et il fera valider sa maison en passive house avec ces menuiseries-là en bois alu. Donc voilà, là-dessus, en tout cas, je sais que lui, il a fait avec du bois alu. Alors, si on veut regarder, hop là, un petit peu les coupes en attendant d'autres questions. Voilà, donc là, ici, on va voir donc, la coupe avec le volet roulant. Donc là, on voit, donc là, on est posé, donc c'est sur une fausse applique. Donc, on a le caisson isolé ici, le volet roulant ici, et on fournit bien sûr un panneau en contreplaqué là pour venir accueillir le parement extérieur, parce que ça, c'est aussi important. Et puis, bien, on voit la pièce en forme de pente isolante et la pièce d'appui qui va venir accueillir la menuiserie et la remontée de bavette. Donc, cette coupe-là, elle est intéressante. Donc voilà, effectivement, voilà, on a donc la réponse FP2E sur cette partie-là. Donc, on peut fournir donc ils ne sont peut-être pas certifiés passive à hausse, mais en tout cas, on peut avoir des performances qui peuvent rentrer dans la conception d'une maison passive. Après, nous, c'est pareil, on n'est pas certifié passive à hausse parce qu'en fait, il faut payer pour être certifié. Mais par contre, on a des caractéristiques techniques qui nous permettent de rentrer dans le calcul de la passive house. Donc je ne suis pas sûr qu'on soit obligé d'avoir la certification passive house pour rentrer dans un calcul de maison passive, puisque en fait, nous, on ne l'est pas.
Donc, à mon avis, c'est juste une histoire de performance à rentrer dans le logiciel. Donc voilà, c'est plus ça, c'est exactement cette partie-là. Hop, je ne sais pas si j'ai sauté des questions là-dessus. Oui, effectivement, Blocklywood, nous, on peut intégrer la fourniture de différents types de menuiseries et éviter les boulettes. C'est l'intérêt que nous, on puisse fournir les menuiseries, c'est qu'on va être 2 fois plus vigilant, que tout se passe bien dans la partie dimension, dans la partie intégration, etc. Donc, c'est l'intérêt qu'on puisse, nous, faire des devis sur les menuiseries. Alors, est-ce qu'il y a donc des hauteurs de baies à ne pas dépasser avec la fermeture du volet roulant? En fait, il faut faire un calcul qui est assez simple, hein. Hop, je sors du câble. Donc, notre linteau mécanique tout en haut, il fait 300. Le volet roulant fait 185. Et après, nous, notre bloc le plus grand, on va dire, on va être à 2780. Donc, il y a un petit jeu avec la lisse basse, la lisse de chaînage. Après, si jamais il faut faire une baie très haute, en fait, au lieu d'avoir un demi-linteau volet roulant ici, on va faire un bois massif qui va faire office de linteau et de caisson de volet roulant, donc qui sera un peu moins isolé qu'un panneau d'isolant. Par contre, on arrive à avoir du coup une baie qui va être très grande. À un moment, voilà, une baie qui va être très grande, on n'arrive pas à avoir le pack linteau mécanique et demi-caisson de volet roulant. Donc là, on va tout rehausser et on va retirer le linteau mécanique et on va faire d'une pierre deux coups avec le demi-caisson de volet roulant. Donc, on va pouvoir monter assez haut. Là, de tête, j'y arriverai pas, mais en posant le truc, on arrive à monter sur des baies qui sont assez hautes, avec par contre un linteau en bois massif qui va être un peu moins isolant, mais on aura une grande fenêtre. Donc, c'est pareil, des apports solaires plus importants. Donc voilà, après, oui, il faut juste qu'on ait la place de faire un linteau mécanique, en fait, hein. Ça, c'est vraiment le truc. Des fois, quand je n'ai pas la place de mettre un linteau, mais ça, on le voit directement sur les plans, on le voit assez vite. Alors, est-ce que les baies, on peut les domotiser et les coupler avec la maison? Ça, je ne sais pas. Je ne suis pas le meilleur en domotique à voir là-dessus. Si on arrive à domotiser les menuiseries. Je ne suis pas sûr de sûr. Mais voilà, je suis pas, je sais pas. Sur la partie domotique, je ne suis pas assez calé sur cette partie-là. C'est quelque chose sur lequel je ne me suis pas encore assez penché sur cette partie domotique pour arriver à caler. Couper la VMC quand on ouvre une baie. Donc là-dessus, je ne sais pas vous dire sur cette partie-là. Alors, hop, si je continue sur mes coupes. Voilà, tac. Donc voilà, ce que je disais sur la partie. Voilà, donc effectivement, là, sur FP2E, on n'a pas de domotique sur cette partie-là. Qu'est-ce que je fais donc sur la partie porte de garage, en fait, la porte de garage va se poser en applique de manière obligatoire. Et donc, c'est vrai que nous, quand on va passer en fait en phase de… Quand les projets sont signés avec nous, on va faire ce qu'on appelle une visio pré-étude et là, on va rentrer toutes les données du projet. Donc ça va être ultra important parce qu'on va se poser des questions à se dire, voilà, j'ai une porte de garage. Donc, la porte de garage, généralement, elle est en cote 2400 de passage. Est-ce que moi, je fais une réservation de 2400 de passage? Généralement, non, parce que là, on se rend compte sur l'image qui est derrière moi, c'est que du coup, la finition, là, on a un petit problème pour la finir à cet endroit-là. Et donc, du coup, il faut qu'on fasse une ouverture encore plus grande que la cote de passage pour pouvoir faire venir mourir la finition contre la coulisse de la porte de garage. Donc voilà, ça, c'est vraiment un truc où, vu qu'on fait de la préfa, on va vraiment poser plein de questions sur les menuiseries afin de vraiment anticiper tous les points problématiques. Donc, on avait un questionnaire qu'on a implémenté pendant à peu près 6 mois avec toutes les questions qui venaient et se dire « Ah, ça, j'aurais pu le poser avant. » Mais on va arriver à pouvoir… maintenant, on ajoute quasiment plus de questions. On a fait le tour. Et en fait, après, là, quasiment les questions, on va dire, les plus compliquées, c'est au niveau de l'intégration de la porte-fenêtre. Donc là, tac, on voit derrière moi, en fait, j'ai plusieurs cas. Soit on ne voit pas très bien, mais après, ça, on le verra quand on sortira les projets. Mais soit on va avoir la finition qui vient mourir contre le dormant, donc ce qui fait que notre pièce d'appui, elle est équivalente à la hauteur de l'isolant plus de la chape. Soit dans l'autre cas, on va avoir la finition qui vient mourir contre notre pièce d'appui. Donc là, la pièce d'appui est plus haute. Ça, ces questions-là sont importantes parce qu'en fait, si on fait une réservation de 2,15 m et qu'on se trompe de 2 cm au niveau de la hauteur de la finition, en fait, la fenêtre, elle ne rentre pas. C'est dommage. Il faut couper le linteau, il faut couper plein de choses. Donc voilà, ça, c'est assez… ça, c'est vraiment compliqué à ce niveau-là. Donc ça, c'est pas aisé à traiter. Enfin, en tout cas, il faut juste se poser la question. Et après, c'est là, à ce moment-là, qu'on va commencer à se poser la question de… on va se poser la question au niveau de
Est-ce que la baie coulissante, par exemple, elle va avoir un seuil encastré, ce genre de choses. Voilà, ça va être aussi des questions importantes. Et c'est à ce moment-là qu'on se pose les questions. Sinon, après, on a des problèmes pour tout faire rentrer. Alors, est-ce qu'on peut avoir des angles de baies vitrées avec Blocky Wood? Oui, ça on peut. On l'a fait sur un chantier pas loin d'ici. On va le faire sur un chantier dans le sud. En fait, on va mettre des gros lamellés collés pour faire tenir ce qu'il y a au-dessus. Donc, à voir en fonction de ce qu'il y a au-dessus. Il ne faut pas que ce soit non plus trop chargé, sinon on va mettre des gros lamellés collés. Et on va faire tenir la fenêtre en angle pour que ce soit, ouais, pour que ça se dise bien là dans l'angle comme on voit dans certains projets. Donc, effectivement, ça, c'est quelque chose qui est possible. Alors, du coup, sur la partie brise-soleil, est-ce qu'on a le brise-soleil qui peut être régulable, intégré à la fenêtre? Alors, pour l'instant, moi, ça, je ne l'ai jamais vu intégré dans le vitrage. Ça, je ne l'ai pas vu. Généralement, le BSO, il est mis à l'extérieur. Et puis, comme ça, on a les deux éléments qui sont différents. Après, intégrer un BSO dans la fenêtre ou la baie, si on l'intègre, ça va être dans le 4-24. Donc, ça fait quelque chose qui va être assez petit. Enfin, voilà, ça, c'est des choses sur lesquelles qu'on rencontre assez rarement. Donc, là-dessus, moi, ce n'est pas quelque chose que j'ai croisé récemment. Et dans les fournisseurs que j'ai croisés, donc que ce soit FP2E ou après d'autres, on est sur. C'est pas des choses que je vais connaître, même en bois alu, je ne les ai pas vues. Donc voilà, effectivement, dans le vitrage, c'est plus simple aussi quand il y a pas de mécanique dans la fenêtre et que la mécanique est dehors pour la maintenance là-dessus. Et donc le délai de fabrication des baies, alors sur les délais, en ce moment, là, sur l'alu et le RFP, je ne sais plus à combien on va être à peu près sur. Voilà, sur 12 semaines en fonction des matériaux. Sur l'alu, on est à 12 semaines. Il me semble que sur le RFP, on est un peu à moins. Et après, sur le bois alu, par contre, là, ils ont des délais assez dingues. Là, ils sont autour de 25 semaines. Donc, c'est vrai que ça peut faire un peu peur sur cette partie-là, sur la partie délai. Mais effectivement, il faut bien anticiper les menuiseries pour que les délais, on arrive à livrer dans les délais, quoi. Voilà, sur le RFP, on est à 9 semaines. Donc, ça va quand même plus vite là-dessus. Donc voilà, effectivement, le délai, nous en fabrication, on a des délais qui sont assez courts. Et c'est vrai qu'on aime bien anticiper un petit peu avant pour qu'on ait quand même fait nos plans de coupe avant qu'on puisse sortir les commandes de fenêtre. Parce que voilà, si la fenêtre est commandée et puis qu'on se rend compte que là, mécaniquement, le linteau, il ne passe pas, et que si on avait fait comme ci ou comme ça aurait changé les choses. Bon, on s'adapte, hein, mécaniquement, on arrive à faire plein de choses. Là, vous voyez, on va sortir une grande baie. On va faire sortir une grande belle à 8 mètres sur un polé dans le sud. On va mettre un gros HEB métallique qui va faire un pont thermique. Mais voilà, à un moment, il y a une grande baie de 8 mètres. Nous, mécaniquement, il faut que ça tienne. Donc, on va se débrouiller comme ça. Donc, voilà. Après, est-ce qu'il est possible de livrer bloqué ou plus fenêtre en même temps ou c'est deux livraisons séparées? Après, généralement, on va livrer d'abord les blocs et après les fenêtres. Généralement, sur les chantiers, il n'y a quand même pas beaucoup de place. Et les fenêtres, elles n'aiment pas trop quand il y a des grues ou des engins qui vont se balader autour. Donc, généralement, d'une part, les délais font que on va livrer en décalé. Et d'un point de vue chantier, c'est quand même plus simple si les menuiseries sont livrées après. Là, même généralement, on cadence les chantiers parce que les terrains sont de plus en plus petits. Il y a de moins en moins de place dessus. Donc voilà, ça, c'est quelque chose qui va être aussi important à prendre en compte sur le chantier. Et puis là, sur les fenêtres, on a vite fait de casser la fenêtre parce qu'on a fait tomber un bois, parce que je ne sais pas quoi. Mais effectivement, hein, ça peut être des choses. Après, si ça s'anticipe, hein, on a 9 semaines de délai sur le RFP. Nous, il suffit qu'on se dise, voilà, le projet est dans 9 semaines, ce n'est pas non plus dans si longtemps que ça. On peut livrer tout en même temps ou l'un juste après l'autre. Et puis comme ça, on gagne en manutention. C'est des choses qui peuvent se regarder, hein. Voilà, ça c'est. Après, il faut juste avoir conscience que les délais peuvent se télescoper. Voilà, tout simplement. Donc voilà. RFP, c'est l'abréviation de RAW-FIPRO. C'est un matériau composite qui va ressembler esthétiquement à de l'alu et puis qui va ressembler, voilà, menuisier composite, 95% de fibre de verre, un profil co-extrudé là-dessus. Merci pour la précision. Donc, c'est un produit qui esthétiquement est sympa, dans le prix, il est bon, thermiquement, il est très bon. Donc, voilà, c'est un produit qui marche bien, qui permet d'allier des compromis sur des choix, on va dire, performance, esthétique et prix, parce que ça compte aussi dans le budget d'un projet. Voilà à peu près. Alors, j'ai vu toutes les coupes que je voulais vous montrer. Donc ça, c'est vrai que c'est des coupes qu'on dégaine. Oh, j'ai tout perdu. Qu'est-ce qui s'est passé? Bon, moi, je ne sais pas. Alors, c'est pas très grave. On va y arriver quand même. Et puis voilà. Alors la différence, je ne sais pas trop vous dire entre le prix et le
Hop, j'ai ma collègue qui va me remettre le fond derrière, comme ça je peux continuer à parler. La différence de prix, je ne l'ai pas, il faudrait regarder, mais c'est vrai que quand on fait des chiffrages, pour moi, ça ne prend pas trop longtemps à chiffrer, on va dire, entre les menuiseries alu ou fibre ou RFP, donc j'arrive à le faire assez facilement. Et puis là, on va se débrouiller pour que notre… OK, OK, super. Pour que là, on puisse chiffrer très rapidement les menuiseries. Là, on est en train de faire bosser quelqu'un là, sur toutes nos bases de données. Et dès qu'on va rentrer les cotes, on va pouvoir chiffrer aussi les menuiseries de manière très simple. Donc ça va être aussi quelque chose de facilité pour nous, pour pouvoir aller chercher tout ce type de produits. Donc voilà. Et donc oui, le recyclage du RFP, il va être possible. C'est aussi un des intérêts là-dessus. Et donc, sur du RFP, on est à un W de 1,2 avec un vitrage 4,24 avec le Warm Edge et puis un vitrage donc voilà, assez classique à ce niveau-là. Donc voilà, après si vous avez besoin d'informations, on va dire, sur les différents matériaux ou de toute façon, comme je vous disais, hein, nous on n'est pas fermé à ce que vous fournissiez des menuiseries avec votre menuisier local parce que, bon, pour plein de raisons, vous avez envie de travailler avec lui. Là-dessus, nous, il y a aucun souci pour fonctionner comme ça. Comme je vous disais, nous, on est vraiment à la base fabricant de structures en bois. On s'est penché sur voilà, la fourniture de menuiserie parce que ça nous simplifie aussi le boulot d'un point de vue fonctionnement, échange avec le bureau d'études. Au moins, comme ça, on n'a pas de galère à se faire comprendre d'un menuisier ou d'arriver à le joindre. Voilà, des fois, j'ai couru après pendant des menuisiers pendant 2-3 semaines. Ça nous empêche de lancer les études et la production. Donc ça, c'est galère aussi. Donc au moins, comme ça, on a la maîtrise du process sur la structure et sur les menuiseries. Ça simplifie un petit peu les échanges là-dessus. Mais voilà, tout est possible aussi sur la partie menuiserie, encore une fois. L'idée, c'est vraiment d'anticiper et de prévoir les différents éléments, voilà, donc avec les coupes et avec les différents éléments qu'on voit en phase de visio pré-étude. Ça, c'est des coupes qui ne sont pas dispo en ligne parce que c'est vraiment des choses qu'on va donner spécifiquement et sur lesquelles on va poser des questions spécifiques par rapport à chaque projet, quoi. Voilà. Alors, l'ordre de prix, je ne l'ai pas. L'ordre de prix dans ce cas, pour un chantier classique 3 chambres. Voilà, c'est des prix. En fait, là, moi, comme je fais des devis que sur mesure, je n'ai pas d'ordre d'idée de prix sur un projet classique. Je n'ai pas de projet classique, en fait. Donc, à chaque fois, je fais des devis sur les menuiseries en fonction de chaque projet. Donc là-dessus, effectivement, ça peut paraître un peu décevant de ne pas avoir les prix sur des projets classiques, mais en fait, comme on n'a pas de maison catalogue, on n'a pas de choses comme ça, donc je dirais, j'ai pas les menuiseries adéquats sur ces, enfin, j'ai pas les ordres de grandeur en tête des chiffrages, donc là-dessus, pour nous, c'est un peu compliqué à donner des prix vu qu'on fait que du sur mesure, on n'a pas de chantier classique là-dessus. Voilà. Alors, comme vous avez pu le voir, de toute façon, le webinaire était enregistré. Donc, je ne sais pas s'il reste encore des questions. Je pense qu'on a bien fait le tour. Après, n'hésitez pas. S'il y a des questions donc par mail, par téléphone, ça remarche. Donc là, ça devrait être plus confortable qu'aujourd'hui, en tout cas pour nous joindre là-dessus. Et puis, comme ça nous permet d'avancer. Et puis, n'hésitez pas à nous consulter. Après, si j'ai fait un devis que vous prenez les menuiseries ailleurs, ce n'est pas grave. On fera le projet et on avancera et tout va se passer comme il faut. Et il n'y aura pas de souci là-dessus, moi, là, il n'y a pas de problème dans le fonctionnement. Le tout, c'est qu'on arrive à avancer comme il faut là-dessus. Si on a une altitude au-dessus de 1000 mètres, je crois qu'il faut adapter un peu des choses sur les menuiseries, mais je crois que c'est aussi faisable. Après, là, je vais laisser Monsieur Chirola répondre là-dessus, mais à voir en fonction des projets. Mais pour moi, il n'y a pas de… Enfin, je dirais, les menuiseries et les chantiers en altitude sont faits avec des fabricants de fenêtres qui doivent faire aussi des fenêtres pour des chantiers en plaine. Donc, il y a moyen de s'adapter, à voir les préconisations en fonction du climat de montagne, parce que je sais qu'en climat de montagne, il ne faut pas mettre le même pare-pluie. Voilà, faut mettre un vitrage haute altitude à partir de 1000 mètres. Donc, c'est quelque chose que je dois pouvoir faire en option quand je fais le devis. Mais voilà, c'est quelque chose qui est faisable. Au-dessus de 900 mètres, on rentre en climat de montagne, donc on doit adapter l'écran de sous-toiture, par exemple, et puis certaines conceptions d'isolation en toiture. Mais c'est des choses qui se font tant qu'on se pose dessus et qu'on réfléchit 2 secondes avec un papier et un crayon. On arrive à faire des choses intéressantes à ce niveau-là. Donc voilà, là-dessus. Après, voilà, écoutez, moi, je pense qu'on a fait le tour. Si vous avez des questions, je vous laisserai me les poser par email. Je vous remercie encore une fois de votre présence.
Le webinaire est enregistré, donc vous pouvez voir le début. Ma collègue l'enverra peut-être demain ou lundi en fonction. Et puis voilà, bien écoutez, non, pour l'étude thermique, on n'a pas d'étude thermique en intégré. Il faut passer par un bureau d'études extérieur et il y a quand même 2-3 trucs à leur dire au niveau du bureau d'études thermiques. Là, j'ai eu un problème, pas un problème, mais sur un projet où la VMC double flux passait pas. Et en fait, il faut rentrer des petits paramètres. Il faut bien dire au bureau d'études thermiques, là, nous, on bosse avec Orcadis, là, qui sont sur Chambéry, qui peuvent faire des études thermiques un peu partout, mais il y a des petits trucs à leur dire pour qu'ils améliorent l'étude thermique, parce que c'est vrai que sinon, les valeurs par défaut sur certains produits peuvent ne pas être très, très bonnes. Donc, il faut vraiment bien gérer l'étude thermique parce que ça peut sortir des trucs un peu compliqués, du coup un peu chers, alors que si on avait mis les bons paramètres, là, sur le projet, par exemple, j'avais le souci, on a pu, pour des raisons de coût, on voulait un peu enlever les triples vitrages, donc on a pu passer 2 menuiseries en double, et puis on a pu faire passer une VMC double flux parce que ça me semblait tellement dingue de sortir la VMC double flux pour des raisons thermiques et d'économie d'énergie. Voilà, donc là, les bureaux d'études thermiques, il faut bien aussi leur dire de bien remplir les petites cases dans le logiciel, sinon ça ne marche pas à ce niveau-là. Donc voilà. Eh bien, écoutez, je vous remercie. Et puis, à bientôt sur des projets de construction ou sur des échanges qu'on pourrait avoir là-dessus. Merci, à bientôt.